Il y avait toujours ce moment suspendu entre le silence du dehors et le fracas du dedans, où elle se tenait là, dos contre le mur, sans oser respirer. L'appartement entier semblait retenir son souffle avec elle. La lumière tamisée glissait. Entre les volets fermés, léchait les angles du parquet, remontait le long des murs comme une marée lente. Le monde, au dehors, pouvait bien tourner. Ici, c'était un théâtre clos, feutré, hermétique. Et elle, seule actrice, seul témoin. Camille avait emménagé depuis 15 jours. Assez pour que l'odeur du bois ancien, de la pierre humide et du linge propre s'imprègne dans ses gestes. Pas assez pour comprendre les craquements de l'immeuble, les voix floues qui montaient des escaliers, ni la façon dont la lumière changeait sans prévenir, comme si quelqu'un la manipulait de l'intérieur. Lyon l'avait accueillie sans un mot. Elle y avait fui Paris avec la détermination désespérée de ceux qui se mentent encore un peu. Elle ne sortait que rarement. Elle commandait souvent. Son téléphone restait silencieux. Le monde extérieur avait cessé d'exiger quoi que ce soit d'elle, et ce détachement, loin d'être un soulagement, ressemblait à une punition douce. Chaque matin, elle s'habillait, avec une élégance inutile, comme si un regard pouvait encore surgir pour la traverser. Mais personne ne venait, personne, sauf lui. Il était arrivé le 3e jour, à l'étage du dessous. Une voix dans l'escalier, un accent presque imperceptible. Allemand peut-être, ou suisse. Le genre de voix qui ne cherche pas à séduire, mais qui, sans le vouloir, s'impose. Elle ne l'avait vu qu'une fois, de loin. Il portait une veste noire et un carnet dans la main. Son regard était celui de quelqu'un qui observe sans scrupule, pas par curiosité, mais par nécessité. Il avait traversé le hall sans un mot, et depuis, elle ressentait sa présence comme un murmure contre la peau. Les nuits étaient les pires. Il y avait un piano, en bas. Elle ne savait pas s'il était à lui, mais parfois, vers 2 heures du matin, des notes lentes s'élevaient, espacées, presque maladroites, comme si quelqu'un jouait sans chercher la mélodie, juste pour entendre le bois vibrer. Elle ne pouvait pas dormir quand il jouait, et elle ne voulait pas dormir. C'était comme si chaque note contenait un message crypté, codé rien que. Pour elle, une ligne invisible tendue entre leurs deux solitudes. Camille ne croyait pas aux coïncidences. Elle n'y avait jamais cru. Et quand, un soir, en passant devant sa porte, elle entendit sa voix dire quelque chose en allemand, un mot seul, presque un soupir, elle s'arrêta. Le mot ne voulait rien dire pour elle, mais sa voix, oui. Cette voix faisait quelque chose à l'intérieur. Elle avait cette qualité rare, elle laissait des traces. Depuis ce moment, elle se mit à attendre, tout en prétendant ne pas le faire. Elle traînait dans le couloir plus souvent. Elle écoutait les marches grincer. Elle notait les heures. Et puis, un matin, elle découvrit une carte postale glissée sous sa porte. Une vieille photo noire et blanc de Leipzig, années 30. Aucune écriture, juste l'image. Une rue vide, un lampadaire, une ombre floue au coin. Elle ne savait pas comment il avait su que ça la toucherait. Parce que oui, ça la toucha. Profondément. Ce geste la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle aurait pu le prendre pour une provocation, une erreur, une maladresse. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était intentionnel. C'était un appel silencieux. Et Camille sentit, pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose l'attendait. Quelqu'un, peut-être. Il fallut encore plusieurs jours pour que leurs regards se croisent réellement. Cela se passa dans l'ascenseur, un matin. Elle descendait. Il montait. Les portes se fermèrent sur eux comme un piège lent. Elle sentit son parfum avant même de le voir, quelque chose d'élégant, boisé, presque ancien. Il ne dit rien, elle non plus, mais elle soutint son regard. Il ne détourna pas les yeux, et dans ce court trajet, il se passa quelque chose de trop subtil pour être nommé, mais trop évident pour être ignoré. Une reconnaissance, un miroir. Une tension à peine esquissée, déjà palpable. Le reste de la journée fut flou. Elle n'écrivait plus. Elle ne mangeait presque pas. Elle pensait à lui comme on pense à une énigme, un rêve oublié qui revient en fragments. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle sache. Et pourtant, elle n'osait pas encore frapper à sa porte. C'est lui qui fit le pas.
Une nuit où elle n'avait pas fermé l'œil, elle entendit toquer. 3 coups secs. Il était minuit passé. Elle ouvrit sans réfléchir, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Il se tenait là, droit, les mains dans les poches. Il ne souriait pas, mais ses yeux, eux, disaient autre chose. Il lui demanda simplement si elle pouvait lui prêter du sel. Une excuse absurde, et pourtant, elle sentit que c'était vrai. Il n'était pas venu pour le sel. Il était venu pour la voir, pour lui dire, sans le dire, qu'il avait remarqué, lui aussi. Elle lui donna le sel. Il la remercia. Et avant de partir, il la regarda plus longuement que nécessaire. Ce regard-là n'était plus neutre. Il y avait dedans un glissement, une permission, quelque chose qu'on ne peut plus défaire une fois vu. Et elle comprit, en refermant la porte lentement, que tout allait changer, qu'elle venait d'ouvrir une brèche, que quelque chose entre eux avait commencé. Elle retourna dans le salon, alluma une seule lampe, s'assit sur le canapé. Elle sentait encore son odeur dans l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vivante, déstabilisée, en danger, et incroyablement attirée, pas par son visage, ni par ses gestes, mais parce qu'elle devinait une faille, un secret, une douleur semblable à la sienne. Et ce fut à ce moment précis qu'elle sut que cette histoire, quelle qu'elle soit, allait l'engloutir. Le lendemain, elle laissa la porte entrebâillée un instant de trop, juste assez pour qu'il le remarque s'il passait, juste assez pour qu'elle se sente idiote ensuite, à attendre des pas qui ne vinrent pas. Elle avait passé la nuit à revivre les 3 coups secs, sa silhouette dans l'embrasure, la tension sourde, presque électrique, dans l'espace minuscule entre leurs corps. C'était ridicule. Ce n'était que du sel. Mais elle savait, dans sa chair, que c'était plus. Elle apprit son prénom par la concierge, une femme sèche et presque aveugle à force d'indifférence. Jonas. Elle le prononça à voix basse. Dans la cuisine, juste pour voir comment ça sonnait. Jonas. Pas de nom de famille, pas de détails. Elle n'osa pas en demander plus. Ce qu'elle ressentait, ce n'était pas de la curiosité. C'était une forme plus ancienne, plus primitive. Une faim de savoir, de lire en lui. Pas pour tout comprendre, non. Pour se perdre avec lui dans quelque chose d'indéfinissable. La ville dehors était moite, étouffante. Juin avançait. Comme une menace lente. Camille sortit sans raison précise. Juste pour marcher, pour s'arracher à son obsession. Mais chaque reflet de vitrine lui renvoyait son trouble. Chaque visage croisé lui semblait faux. Les rues n'avaient plus de consistance. Elle vivait entre 2 mondes, l'un solide, où tout était prévisible, et un autre, invisible, tendu comme une corde, où Jonas existait. Elle le vit plus tard, par la fenêtre en fin d'après-midi. Il était accoudé à son balcon, chemise entr'ouverte, un verre à la main. Il regardait sans regarder, comme on surveille un rêve. Il ne bougeait presque pas. Et pourtant, chaque geste, chaque souffle semblait chargé de sens. Il avait cette manière d'habiter l'espace sans en avoir l'air qui dérangeait, qui appelait. Camille observa de loin, cœur au bord. Elle voulait qu'il la voie. Et au fond d'elle, elle voulait qu'il vienne. Ce ne fut pas cette nuit-là ni la suivante. Mais le piano recommença, plus affirmé cette fois, moins d'hésitation. Une lente montée, presque insidieuse. Dame note suspendue, qui ne disait pas l'amour mais autre chose, le manque, peut-être, la blessure. Camille s'allongeait sur le canapé et laissait la musique la traverser. Elle fermait les yeux. Elle imaginait ses mains sur le clavier. Puis ailleurs. Dame main large, précise, mais contenue, comme lui. Elle commença à écrire à nouveau, dans un carnet bleu qu'elle n'avait pas ouvert depuis des mois. Dame phrase floue, incomplète, des fragments. Dame scène qui ressemblait à ce qu'elle vivait, mais transfigurée. Dans ces pages, Jonas s'appelait l'homme sans heure. Il apparaissait toujours quand le monde dormait. Il murmurait des choses qu'on ne comprenait pas mais qu'on ressentait. Elle écrivait comme on respire après une noyade. Puis, un matin, elle trouva une nouvelle carte. Glissée sous la porte, encore. Elle était ancienne aussi. Un escalier en colimaçon, photographié de haut, en noir et blanc.
Cette fois, il y avait un mot au dos, écrit en allemand. Manchmal ist das Wesen das Schrei. Elle chercha la traduction. Parfois, c'est le silence qui crie. Et soudain, elle comprit. Il savait, il sentait. Il ne s'agissait plus d'un jeu. C'était un appel. Elle descendit les marches, sans réfléchir. Arrivée devant sa porte, elle hésita. Ce n'était pas une impulsion. C'était une réponse. Elle leva la main. Mais au moment de frapper, elle entendit un bruit. Une voix féminine, derrière la porte. Faible. Étrangère. Peut-être polonaise. Russe. Camille recula. Quelque chose en elle se rétracta. Une brèche se referma brusquement. Elle resta figée, la main encore levée, le cœur au bord. Il n'était pas seul. Ce détail, cette simple donnée, aurait dû tout changer. L'éteindre, la faire fuir. Mais non. Cela ne fit que renforcer son trouble. Qui était cette femme? Une amante? Une sœur? Une amie? Et pourquoi sa voix sonnait-elle aussi étrangère, aussi discrète, comme si elle ne devait pas être entendue? Le mystère s'épaississait, et avec lui, le désir. Les jours suivants furent plus calmes. Jonas se faisait plus rare. Le piano se tut. Et Camille, de nouveau, sentit la solitude l'engloutir lentement. Mais cette solitude-là, maintenant, était différente, chargée d'attente, saturée de ce que l'on devine sans comprendre. Elle se mit à rêver de lui, la nuit. D'âme rêve flou, mais d'une intensité presque dérangeante. Elle se réveillait en sueur, envahie, haletante, comme si leur lien existait ailleurs, dans un autre plan. Puis, un dimanche matin, elle le croisa dans la rue. Il marchait vite, une sacoche à la main. Il allait tourner au coin quand il s'arrêta, la vit. Il recula d'un pas, la fixa, puis fit un léger mouvement de tête, pas un salut, mais une reconnaissance. Un battement de cœur plus long que les autres. Camille ne bougea pas. Elle le laissa partir. Mais quelque chose venait de s'imprimer en elle. Définitivement. Ce soir-là, elle écrivit une phrase dans son carnet. Il n'y a pas d'innocence dans ce qui se tisse entre deux êtres qui ne se parlent pas. Et elle sut que tout ce qu'elle avait connu avant n'était qu'un prélude, que la vraie histoire ne faisait que commencer, et qu'elle ne pourrait plus reculer. Camille avait cessé de vivre pour elle-même. Chaque geste, chaque respiration, chaque silence était calibré selon une présence invisible, souterraine, toujours là, juste sous la surface. Jonas. Elle le cherchait sans le chercher, l'attendait, sans s'avouer qu'elle attendait. Il devenait une idée fixe, une silhouette mentale, et même son absence avait une texture. Elle habitait l'appartement comme une scène en attente de son acteur principal. L'incertitude la rongeait. Qui était cette femme entendue derrière la porte? Pourquoi n'était-elle jamais visible, jamais mentionnée? Était-elle réelle ou un fragment du passé venu flotter dans le présent? Camille ne savait plus distinguer ce qu'elle imaginait, de ce qu'elle ressentait, ce qu'elle désirait de ce qu'elle redoutait. Et c'était peut-être ça, le cœur du piège. Elle recommença à le croiser, de loin, jamais deux fois au même endroit. Une fois dans une librairie du Vieux-Lyon, penché sur un rayon de poésie allemande. Une autre fois à la terrasse d'un café, en retrait, lunettes noires, le regard perdu. Il n'était jamais accompagné. Il ne parlait à personne. Il écrivait, parfois, d'un geste rapide, nerveux. Et quand elle passait près de lui, il ne levait pas les yeux. Mais elle sentait qu'il savait, qu'il l'apercevait, qu'il la guettait d'une manière non visible. Puis, un soir, elle découvrit un paquet devant sa porte. Aucun nom, aucun mot. À l'intérieur, un disque vinyle ancien, Arvo Pärealina. Elle n'avait pas de tourne-disque, mais elle connaissait cette musique. Elle l'avait déjà entendue dans un rêve, il y a longtemps, ou peut-être dans un moment oublié de l'enfance. Une musique de verre, de neige, de vide. Jonas, c'était forcément lui. C'était un message. Et cette fois, elle répondit. Elle grava une phrase au dos d'une photographie ancienne qu'elle avait trouvée dans un marché. La beauté réside parfois dans ce qu'on ne comprend pas. Elle glissa la photo sous sa porte. Elle sentit son cœur battre contre ses côtes comme s'il voulait fuir. Puis elle rentra, ferma, attendit.
Il fallut 3 jours. 3 jours sans trace, sans son, sans musique. Puis une lettre manuscrite apparut sur son paillasson, pas dans une enveloppe, repliée seulement. Une écriture droite, précise, mais tremblante à certains endroits. L'allemand se mêlait au français, comme s'il hésitait à se révéler entièrement. Je vis à côté de moi-même depuis des années. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à habiter. Elle relut la phrase jusqu'à la connaître par cœur. Et cette nuit-là, elle rêva de lui pour la première fois d'une façon claire. Il était dans sa cuisine, les mains mouillées, riant d'un rire qu'elle ne connaissait pas. Il la touchait sans la toucher. Et elle, dans le rêve, se savait déjà perdue. Ce n'était pas du désir au sens brut. C'était plus dangereux que ça. C'était le pressentiment d'une fusion irréversible. Les jours devinrent presque supportables à cause de cette attente devenue substance. Camille réapprenait à exister, à marcher sans se fuir, mais ce que cela révélait d'elle, elle ne voulait pas encore le nommer. Elle sentait en elle un feu ancien, contenu depuis trop longtemps. Jonas n'était pas une rencontre, il était une faille. Un vendredi, en fin d'après-midi, elle trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Pas celle de Jonas, la sienne. Rien n'avait été volé, rien déplacé, mais sur la table, au centre exact, une seule feuille de papier. Dessus, un dessin au crayon, délicat, presque effacé. Son profil à elle, endormi. Une esquisse d'une justesse troublante. Elle frissonna. Non de peur, mais d'une émotion plus ancienne, plus difficile, la sensation d'être vue. Jonas était venu. Ce n'était plus une supposition. Il était entré dans son monde. Il avait franchi une limite, invisible. Et elle n'était pas fâchée. Elle était bouleversée, et d'une certaine façon, reconnaissante. Parce que ce geste transgressif, étrange, presque fou avait mis un nom sur ce qu'il vivait, quelque chose de l'ordre du sacré, de l'intime sauvage. Elle passa la nuit à imaginer comment lui répondre. Elle pensa à lui écrire, à lui rendre la clé de ce qui l'avait éveillée. Mais au fond, elle savait, rien ne servirait d'écrire. Il fallait le silence qui crie, comme disait la carte. Alors elle ouvrit sa porte, la laissa entr'ouverte, et attendit. Il ne vint pas cette nuit-là, mais la nuit suivante, oui. Il entra sans bruit. Elle était assise, une lampe faible à ses côtés, le dessin entre les mains. Il s'arrêta dans l'ombre. Aucun mot. Elle ne leva pas les yeux. Elle savait que c'était lui. L'air avait changé. Sa présence était une tempête silencieuse. Elle tendit simplement le dessin vers lui, sans parler. Il le prit, et dans cet échange muet, si dense, si plein, quelque chose bascula. Pas un baiser, pas un geste, mais un déplacement d'âme. Quelque chose qui, une fois posé, ne peut plus jamais s'effacer. Il revint 2 nuits plus tard, même heure, même silence. L'air changeait une minute avant qu'il apparaisse. Camille le sentait dans sa nuque, comme un courant invisible. Elle avait cessé d'avoir peur, ou plutôt, la peur avait changé de texture. Ce n'était plus une alerte, c'était un vertige, le genre de peur qu'on apprivoise parce qu'on en a besoin pour se sentir vivant. Cette nuit-là, il entra, sans qu'elle ait à bouger. Elle avait laissé la porte entr'ouverte, sa façon à elle de dire oui sans le formuler. Elle était debout, dos tourné, face à la fenêtre. Il ne dit rien, il ne s'approcha pas. Et pourtant, l'espace vibrait. Entre eux, c'était comme une promesse contenue dans l'air, l'un d'eux finirait par brûler. Il resta 10 minutes, 20 peut-être, puis il ressortit, sans un mot, sans un regard, comme un souffle, comme un fantôme. Camille resta là, figée, les yeux fermés. Elle sentit que quelque chose en elle venait de s'ouvrir définitivement, et que la question n'était plus c'est ce que cela va arriver, mais quand cela nous détruira-t-il. Le lendemain, elle décida de comprendre. Pas Jonas, elle savait qu'elle ne pourrait pas, mais ce qu'il portait, ce qu'il fuyait. Elle retourna à la librairie où elle l'avait vu, demanda s'il venait souvent. Le libraire haussa les épaules. Il passe, il ne parle pas. Il achète des livres qu'il ne lit peut-être pas. Elle repéra un livre qu'il avait pris en main, Le procès de Kafka.
Camille n'y vit pas un hasard. Elle l'acheta aussi, le lut en 2 jours. Quelque chose dans ce labyrinthe de culpabilité et de non-sens lui semblait familier. Elle sentit que Jonas, peut-être, vivait dans un procès intérieur, un verdict silencieux qu'il s'imposait depuis longtemps. Les cartes postales revinrent. 3 en 1 semaine. Toujours sans signature. Toujours des images d'un autre temps. Un banc vide sous la pluie. Un homme marchant seul dans la neige. Une chambre d'hôtel abandonnée. Et à chaque fois une phrase. Ce qui est brisé est plus vivant. Le souvenir est une forme de fidélité. On ne touche jamais sans défaire quelque chose. Camille comprit alors que Jonas ne cherchait pas à séduire. Il cherchait à confesser, mais sans mots, sans regard, par fragments, par symboles. C'était à elle de deviner, de recomposer. Et peut-être qu'en le faisant, elle s'abîmerait aussi. Mais elle n'avait plus peur de ça. Ce qui l'effrayait, désormais, c'était de revenir à l'absence. Un matin, elle descendit frapper à sa porte. Elle n'attendait pas qu'il ouvre. Elle voulait juste le dire à la porte, à voix basse. Le dire sans le dire. Elle posa sa main contre le bois froid. Ferma les yeux. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je suis là. Elle recula, resta là une seconde encore, et s'apprêtait à partir quand elle entendit un son, un froissement, comme un souffle contre la porte de l'autre côté. Il était là. Il écoutait. Il ne répondait pas, mais il écoutait. Ce soir-là, la musique reprit, mais ce n'était plus du piano. C'était une voix d'homme, enregistrée, très ancienne, qui récitait un poème de Rilke en allemand. Camille ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le rythme, la mélancolie, la déchirure douce dans chaque syllabe. Elle resta allongée, dans le noir, à l'écouter. Et elle sentit Jonas dans chaque silence entre les mots. Puis, sans provenir, elle le vit apparaître, dans ses rêves, de plus en plus précis, de plus en plus vrai. Il ne faisait rien, il la regardait seulement, avec cette intensité étrange, dévastatrice. Et elle se réveillait chaque fois le cœur en vrac, comme si une part d'elle l'avait suivie de l'autre côté. La réalité devint poreuse. Et puis un soir, alors qu'elle écrivait, un orage éclata. Pas dehors, en elle. Une colère, une frustration, une rage contre cette lenteur, ce silence. Elle descendit, frappa chez lui, fort, comme un cri. Il ouvrit. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment. Il était là, nu de tout masque. Il la regardait comme un homme regarde une chose interdite depuis trop longtemps. Et dans ce regard, elle vit ce qu'elle craignait le plus, il avait envie d'elle, oui, mais il avait peur de ce qu'elle réveillait. Elle entra, pas un mot. Il la laissa passer, et le monde, à ce moment précis, perdit ses repères. L'appartement de Jonas n'avait rien d'un lieu habité. Peu de meubles, pas de couleurs, dame mur blanc presque nu, si ce n'est quelques photos en noir et blanc, accrochées sans cadre, comme des souvenirs qu'on ne veut pas oublier mais qu'on n'ose pas nommer. Il y régnait une lumière étrange, entre la clarté clinique et l'ombre veloutée. L'air y était lourd, chargé de silence ancien. Camille s'avança lentement. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait, ni même ce qu'elle faisait. Là, ce n'était pas du courage. C'était une impulsion, une vérité irrépressible qui avait enfin trouvé un passage. Jonas referma la porte derrière elle. Il ne parla pas, ne sourit pas, mais elle sentit quelque chose céder en lui. Un nœud, peut-être, une digue. Il passa devant elle, sans la toucher, et alla jusqu'à la fenêtre. Il ouvrit. L'air tiède de la nuit entra, apportant avec lui un parfum de terre mouillée et de feuilles brûlées. Camille resta debout au centre du salon. Elle observa. Dame livre ouvert sur la table basse. Tout en allemand. Un carnet noir, fermé, posé à côté. Une tasse de café froid. Et un tableau inachevé contre le mur. Un visage féminin, presque effacé. Flou comme vu à travers l'eau. Jonas se retourna lentement. Le silence entre eux était chargé d'électricité, d'histoires tues, de gestes retenus. Il s'approcha, pas trop près, juste assez pour qu'elle sente son souffle.
Elle aurait voulu dire quelque chose. Mais aucun mot ne semblait à la hauteur de ce moment. Ce n'était pas une scène. C'était un seuil. Et ils étaient là, chacun de leur côté, sans savoir s'ils allaient le franchir ou le brûler. Il finit par parler. Une phrase courte, rase, presque inaudible. « Tu ne devrais pas être là. » Elle répondit, sans détourner les yeux. « Je sais. » Il la regarda comme on regarde une ligne qu'on sait qu'on va traverser. Pas par envie, mais parce que c'est inévitable. Parce que c'est déjà fait, quelque part en soi. Il s'assit sur le canapé, pencha la tête vers ses mains, comme s'il se reprochait déjà ce qui n'était pas encore arrivé. Camille s'approcha, lentement, s'assit aussi, pas à côté, en face. Leurs genoux presque se touchaient. Elle attendit. La tension, là, entre eux, n'était plus une montée, c'était une suspension, un équilibre impossible. Le genre de tension qu'on ne peut tenir qu'un temps limité avant de céder. Puis il releva les yeux. Et cette fois, elle vit ce qu'il cachait depuis le début, un abîme, pas une blessure visible, quelque chose de plus profond, une perte, une culpabilité, quelque chose de vieux, de fatal. Il lui demanda alors, d'une voix rauque, presque cassée, « Pourquoi moi ?» Elle sourit, doucement, pas de moquerie, un sourire triste, plein, « Parce que je te reconnais. » Il ferma les yeux une seconde, comme si cette phrase faisait mal, comme si elle touchait une part de lui qu'il aurait préféré garder morte. Ils restèrent ainsi longtemps, à respirer l'un près de l'autre, à se frôler sans contact. Il lui parla un peu, de Berlin où il avait vécu, d'un frère perdu, d'une femme, peut-être. Il ne donnait pas de nom. Il jetait des morceaux de son passé comme on jette des pierres dans l'eau. Et Camille ne posait pas de questions. Elle recevait. Elle comprit que Jonas n'était pas un homme libre, pas parce qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, mais parce qu'il était prisonnier de quelque chose qu'il ne nommait pas, et que ce qu'il vivait avec elle, en cet instant suspendu, n'était pas du flirt, ni même du désir. C'était un tremblement, une transgression intérieure. Alors, sans le toucher, elle posa ces mots comme on pose une main sur une épaule. « Tu peux rester silencieux, je ne bougerai pas. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle passa la nuit là, sans qu'il ne se passe rien de plus. Pas un geste de trop, pas de frôlement. Juste deux âmes côte à côte nus de tout, à distance millimétrée. Le matin, quand elle ouvrit les yeux, il n'était plus dans la pièce. Elle trouva une tasse de café chaud posée sur la table. Et à côté, une nouvelle carte postale. Un paysage de montagnes et désert. Une cabane seule dans la neige. Derrière, en lettres fines, c'est dangereux, ce que tu fais. Mais moi aussi. J'ai cessé de fuir. Depuis cette nuit-là, quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas visible, pas mesurable. Mais Camille le sentait dans la manière dont elle se tenait, dans sa respiration devenue plus lente, plus pesée. Il y avait eu une fracture silencieuse, presque sacrée. Jonas avait laissé une empreinte sur elle, sans la toucher, une trace, que rien ne pouvait effacer. Il ne s'était pas revu immédiatement, mais il était partout, dans le bois de la table, dans les sons étouffés de l'immeuble, dans l'odeur du linge frais, dans les silences de la ville. Il était devenu un écho permanent. La tension entre eux, au lieu de diminuer, se distillait dans chaque détail du quotidien. Camille rêvait à nouveau, d'âmes rêves plus denses, plus précis, d'âmes saines qui semblaient venir d'un autre temps. Une chambre d'hôtel vide, un escalier infini, une main dans la sienne qui se dérobe à chaque fois qu'elle la serre. À son réveil, elle avait toujours ce goût étrange dans la bouche, un mélange d'envie, de perte, de fièvre douce. Jonas ne la fuyait pas, mais il ne s'imposait jamais. Il entrait dans sa vie à sa manière comme un murmure, une carte, posée dans sa boîte aux lettres, toujours choisie avec soin. Un livre glissé dans sa boîte aux lettres avec une page marquée. Une fois, un recueil de Paul Celan, annoté à la main. Elle lut les passages soulignés. L'un d'eux la frappa, il y a dans le silence quelque chose d'après l'amour, quelque chose d'avant la perte. Elle ne pouvait plus se protéger, pas de ça. Ce n'était pas un amour ordinaire, ni même un désir ordinaire. C'était une combustion lente, une forme d'aimantation à double tranchant.
Elle savait que ce n'était pas sain, et elle s'en foutait. Un soir, elle décida de l'attendre. Non pas symboliquement, réellement. Elle s'habilla lentement. Rien de provoquant. Mais elle choisit un parfum qu'elle ne portait plus depuis des années. Un geste presque superstitieux. Elle laissa la porte entrebâillée. Elle s'assit. Elle attendit. Il entra à minuit 10 septembre. Comme s'il avait su. Comme s'ils s'étaient accordés sans jamais se parler. Il s'arrêta dans l'encadrement. Elle ne se leva pas. Il ne demanda rien. Il n'avait pas besoin. Il s'approcha. Elle sentit son souffle. Leur proximité devenait un langage à part entière. Il resta debout un long moment, comme s'il se battait contre quelque chose. Puis il s'assit à côté d'elle. Le silence était devenu leur pacte. Il parla, cette fois, peu, mais plus que jamais. Il lui dit qu'il avait aimé une femme. Autrefois, une femme brillante, instable, qu'elle était partie un matin sans explication, et qu'il ne l'avait jamais vraiment laissée partir. Camille ne demanda pas s'il parlait d'amour ou de folie. Elle comprenait que les deux s'étaient peut-être confondus. Puis il évoqua un hiver, en Allemagne, un accident, une nuit d'hôpital, un frère qui ne reparlait plus. Camille sentit une faille s'ouvrir, une faille qu'il tentait de cacher. Depuis des semaines, elle ne savait pas ce qu'il attendait d'elle. Peut-être rien, peut-être tout, mais elle resta. C'était ça, son geste à elle. Il se leva. Elle crut qu'il allait partir, mais il lui tendit la main. Elle la prit. Il ne la tira pas contre lui. Il la guida simplement vers la chambre, lentement, comme on guide un animal blessé. Il n'y avait rien d'explicite dans ses gestes, mais tout était chargé, sensuel dans le sens le plus profond, une forme de proximité qui ne passait pas par le corps, mais par la présence totale. Dans la chambre, il ne fit rien de plus. Il s'assit sur le lit, regarda le mur. Elle s'assit à côté. Ils restèrent, ainsi longtemps. Leurs épaules se frôlaient à peine. Mais le monde dehors avait disparu. Et puis, dans la pénombre, il murmura « Tu me fais peur ». Elle répondit, sans le regarder, « Moi aussi ». Il rit doucement, un rire triste, le genre de rire qui vient quand on sait qu'on est déjà trop loin pour reculer. Il s'allongea, ferma les yeux. Elle le regarda. Il semblait soudain plus jeune, plus fragile. Et elle sut, à cet instant, que tout ce qui viendrait après serait brûlant, irréversible, qu'il n'était plus deux personnes, mais deux fractures qui venaient de s'aligner. Elle resta là, à le veiller, dans cette demi-lumière trouble. Et quand elle ferma les yeux à son tour, elle ne savait plus si c'était un début ou une fin. Le matin se leva sans prévenir, comme s'il n'avait pas été invité. Camille ouvrit les yeux dans un espace qui n'était pas le sien. Jonas dormait encore. Sa respiration était régulière, mais quelque chose en lui restait tendu, même dans le sommeil. Elle l'observa longuement, sans bouger. Il semblait ailleurs, presque absent à lui-même, comme s'il ne dormait jamais vraiment. Elle se leva sans bruit, traversa le couloir en silence. L'appartement lui apparut dans une autre lumière, plus que dépouillé, fragmentaire. Il y avait quelque chose d'incomplet, de volontairement inachevé, comme si Jonas s'était toujours retenu de trop s'ancrer. Camille posa la main sur un livre, un carnet ouvert, une écriture qu'elle ne reconnut pas, une autre main, une autre époque. Elle referma doucement. Sur le meuble du salon, elle découvrit une photo, vieille, froissée, deux enfants, un garçon et une fille, sur un quai de gare enneigé. Le regard du garçon, elle le reconnut immédiatement, Jonas, mais l'autre, une sœur, une amie, une absente, sûrement. La seule constante dans sa vie semblait être l'absence. Elle quitta l'appartement sans le réveiller, mais en d'elle, rien ne s'était refermé. Le jour fut long, étrangement long, comme s'il refusait de passer. Camille ne sortit pas. Elle resta sur le canapé, à tourner en boucle ce qu'elle avait vu, ressenti, deviné. Quelque chose s'était déplacé, pas dans leur relation dans elle-même. Une faille avait bougé. Elle avait peur, oui, mais c'était une peur différente, plus douce, comme celle qu'on ressent avant de plonger. Jonas frappa à sa porte le soir même. Il entra.
Il semblait épuisé, mais droit. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il ne s'excusa pas de l'avoir laissée partir seule. Il dit seulement « Tu as vu la photo ». Elle acquiesça. Il s'assit, dos à elle. Puis il parla de sa sœur, Helena, disparue à 19 ans. Fuite volontaire, disait-on. Mais il n'y avait jamais cru. Il avait grandi avec cette absence comme une brûlure permanente. Et depuis, il cherchait, pas elle, pas son corps, mais le point exact où les choses s'étaient fracturées, comme si comprendre pouvait réparer. Camille ne dit rien. Elle savait que toute réponse serait une trahison. Elle le laissa vider ce qu'il n'avait jamais dit à personne, pas pour soulager, pour être vu, entendu. Et elle était là pour ça. Il posa ensuite la tête contre le dossier du fauteuil, ferma les yeux. Il semblait plus calme, mais plus vulnérable aussi, comme quelqu'un qui, pour la première fois, accepte d'être vu sans défense. Elle s'approcha, lentement, s'agenouilla à côté. Sa main frôla la sienne. Ce contact, minuscule, déclenchait une onde qui traversa tout son corps. Il ouvrit les yeux, la regarda. Et dans ce regard, il y avait un basculement. Il la toucha enfin, pas avec violence, pas avec urgence, avec lenteur, avec une retenue presque douloureuse. Ses doigts longèrent la ligne de sa mâchoire, son cou, sa clavicule. Il semblait la découvrir comme on explore un territoire sacré. Camille ferma les yeux. Ce n'était pas un baiser, ce n'était même pas un acte. C'était un effleurement chargé de sens, une écriture nouvelle sur sa peau. Puis il s'écarta, il se leva. Il dit presque dans un souffle, « Il ne faut pas qu'on aille plus loin ». Mais il ne bougea pas. Il resta là, à quelques centimètres, le souffle court. Elle le regarda. Et, doucement, elle répondit « C'est déjà fait ». Il secouait la tête, comme si cela le condamnait, comme si elle venait de nommer ce qu'il espérait encore ignorer. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas ensemble, mais ils ne dormirent pas non plus. Ils restèrent éveillés dans deux pièces différentes, chacun de leur côté, reliés par une tension plus forte que le sommeil. Une tension faite de questions sans réponse, de désirs retenus, de mémoires qui se parlent à travers les murs. Et au matin, il avait disparu. Aucune trace, pas de mots, pas de carte, rien. Camille attendit 3 jours. Elle ne le vit pas. Elle ne l'entendit pas. Son appartement restait silencieux. Elle descendit, frappe, 1 fois, 2 fois, personne. Elle essaya la poignée, fermée. Et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sentit une peur réelle, pas la peur du trouble, la peur de perdre. Camille ne sortit presque pas. Elle s'habillait chaque matin comme si elle allait quelque part, puis restait dans l'appartement. Le silence était devenu hostile. Le plancher grinçait différemment. La lumière entrait avec méfiance. Tout semblait attendre avec elle la chaise vide, le lit défait, la tasse à moitié pleine sur le rebord de la fenêtre. Jonas était parti, sans prévenir, sans signe, sans logique. Elle vérifia tous les jours la boîte aux lettres. Rien, pas même une facture. Le piano ne jouait plus. L'immeuble semblait s'être replié sur lui-même. Il y avait plus de présence en bas, plus de murmures, comme si Jonas n'avait jamais été là, comme s'il n'avait été qu'un rêve, une hallucination collective dont elle aurait été la seule victime. Elle essaya de se raisonner. Peut-être était-il simplement reparti, un déplacement, un voyage imprévu. Mais elle savait, elle sentait que ce n'était pas ça. Il s'était retiré, volontairement, et elle ne comprenait pas pourquoi. Les jours passaient sans heure. Camille ne savait plus quel jour on était. Elle écrivait, mais ce n'étaient plus des phrases, des fragments, des cris intérieurs. Elle dessinait des plans de l'immeuble, des escaliers, des portes. Elle gribouillait son prénom à lui, le sien, parfois ensemble, parfois superposés, comme pour conjurer une disparition. Elle alla jusqu'au marché, une fois, dans l'idée absurde qu'il y serait. Elle marchait lentement, guettant les gestes, les épaules, les parfums. Tout, homme seul devenait un mirage. Et chaque absence répétée était une petite mort.
Puis, un matin, elle remarqua quelque chose de changé. Sa porte, celle de Jonas. Elle était entr'ouverte. Elle descendit sans réfléchir, poussa doucement. L'appartement était vide. Vraiment, vide. Plus de meubles, plus de livres, plus de photos. Les murs nus comme au premier jour. Seule restait une chose, posée au sol, au centre exact de la pièce, une enveloppe avec son prénom. Camille. Écrit à la main, avec cette écriture qu'elle aurait reconnue entre mille. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Une seule feuille, écrite des deux côtés. Les premières lignes étaient sobres, presque froides. Je ne t'ai jamais menti. Ce que tu as vu en moi est vrai. Ce que tu as réveillé, encore plus. Mais je ne suis pas fait pour rester. Ce n'est pas une fuite, c'est une survie. Elle continua. Il y a des gens comme moi, Camille. On vit en équilibre, trop près du bord. On peut aimer, mais pas habiter. On peut s'ouvrir, mais pas s'ancrer. Je voulais que tu saches que je suis partie avant de te briser. Je ne pouvais pas faire autrement. La dernière phrase était plus tremblée, moins maîtrisée. Tu m'as vu comme personne ne m'a jamais vu, et ça me hantera longtemps. Elle relut la lettre jusqu'à en connaître chaque respiration. Puis elle s'assit, dans le vide de la pièce, là où son fauteuil se trouvait avant, et elle pleura. Pas de colère, pas de reproche, juste cette forme ancienne de chagrin qu'on ressent quand quelqu'un vous arrache à vous-même. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la fin. Pas encore, parce qu'il avait laissé une faille ouverte, et qu'elle la portait désormais en elle. Les jours suivants, Camille s'obligea à reprendre le cours normal des choses. Elle remit de l'ordre dans son appartement. Elle rangea les cartes postales, les enferma dans une boîte. Mais la boîte restait toujours à portée de main, comme une boîte noire, une mémoire fragile. Et puis, un soir, elle entendit un bruit dans le couloir. Quelqu'un venait d'y déposer quelque chose. Elle ouvrit la porte. Personne. Mais au sol, une enveloppe, pas d'écriture, juste une photo à l'intérieur. Une ville, de nuit, Prague. Et au dos, une seule phrase, tapée à la machine, « Ce qu'on quitte ne nous quitte jamais vraiment ». Elle sentit son cœur se tendre. Il n'était plus là, mais il n'avait pas disparu. Il avait déplacé le lien, réinventé la distance. Et désormais, elle comprenait, cette histoire n'était pas une ligne droite. C'était un cercle, ou peut-être une spirale. Camille apprenait à respirer autrement, par nécessité, plus que par choix. Le monde continuait autour d'elle avec une indifférence tranchante, les enfants jouaient dans la cour, le facteur déposait le courrier, les cafés s'ouvraient et se refermaient. Mais en elle, tout était resté figé sur un autre rythme. Un rythme intérieur, plus lent, plus sourd. Une rumeur sourde sous la peau. Elle parlait peu. Aux autres, presque plus. Elle se surprenait parfois à dire le prénom de Jonas à sa voix, basse sans s'en rendre compte, comme une invocation, comme une prière. Il ne donnait plus de signes depuis plusieurs semaines. Pas de lettres, pas de cartes. Le vide était devenu une langue à part entière. Mais ce vide, paradoxalement, l'aidait à écrire. Camille noircissait ses carnets avec une férocité calme. Dame scène synchronologie, dame monologue, dame description de lieux abandonnés, de corps invisibles, de baisers suspendus. Tout parlait de lui, mais jamais directement. Il était devenu une silhouette mouvante dans ses pages. Un homme sans visage, sans voix, mais toujours là. Elle se mit à marcher, longtemps, tous les jours, dans des quartiers qu'elle ne connaissait pas. Elle cherchait sans le dire, un signe, un indice, ou peut-être une version d'elle-même qu'elle aurait laissée derrière. Un soir, elle entra dans un petit musée au hasard. Il faisait presque nuit. Il y avait peu de visiteurs. Dans une salle, elle s'arrêta devant une installation étrange. Des lettres projetées sur un mur, en boucle, écrites par une femme à un homme qu'elle ne voyait plus. Dame mots simples, intimes, douloureux, et parmi ces lettres, une phrase. Une seule qui la foudroya, « Je ne sais pas si tu m'as quitté, ou si tu es toujours là dans les choses que je touche. » Elle resta figée. Les larmes montèrent sans avertir.
parce que c'était exactement ça. Jonas n'était plus une personne. Il était dans tout. Il s'était dissous dans le tissu du monde. Elle retourna chez elle en silence, et trouva sur le paillasson un petit paquet, fermé par une ficelle. Elle resta un moment devant sans oser le toucher, puis elle l'ouvrit. À l'intérieur, un petit objet en bois, une pièce d'échiquier, le roi, et une photo, un plan flou d'une ruelle à Lisbonne. Pas d'écriture, pas de date, juste l'objet, le lieu, le mystère. Elle comprit qu'il la guidait, qu'il ne l'abandonnait pas, mais qu'il la forçait à avancer, à suivre une trace qu'il dessinait d'un autre continent ou d'un autre monde. Ce n'était pas un jeu, c'était un fil tendu, et elle devait décider le suivre ou le rompre. Elle choisit de le suivre. Elle cherchait cette ruelle. Elle reconnut le Portugal. Elle en fut sûre, une intuition presque animale. Et ce qu'elle ressentit alors n'était pas de l'excitation, c'était une sorte d'appel, comme une fois dans un rêve qu'on n'arrive jamais à retrouver. Au réveil, elle prit un billet pour Lisbonne, sans prévenir personne. Elle laissa son appartement intact, comme une peau qu'on laisse sécher à l'air libre, et dans l'avion, en regardant le ciel au-dessus des nuages, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas peur, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle savait que ce qu'elle cherchait ne dépendait plus d'une rencontre. Elle allait vers l'inconnu, mais c'était un inconnu qui lui appartenait déjà. Camille arriva tôt le matin. La lumière de Lisbonne n'était pas celle de Lyon. Elle était plus crue, plus directe, et pourtant, tout semblait flou, tremblant, comme si la ville tout entière oscillait entre veille et sommeil. Le taxi la déposa dans l'Alfama. Elle avait loué un petit appartement à flanc de colline, avec vue sur les toits rouges et le fleuve en arrière-plan. Elle ne défit pas sa valise. Elle s'assit sur le lit, regarda les murs blancs, la poussière suspendue dans l'air, et sans surprise, elle sentit Jonas, non pas physiquement, mais comme une vibration dans l'espace. Il avait été là, elle en était certaine. Pas dans ce lieu, peut-être, mais dans cette ville. Lisbonne avait été touchée par lui. Elle marchait tout le jour, sans plan. Elle chercha la ruelle de la photo. Pas de nom, pas de point de repère. Mais la ville lui parlait. Les murs étaient couverts d'azulejos fêlés, les portes grandes ouvertes tout barricadées. Le temps s'écoulait ici différemment en couches, pas en ligne. Elle finit par reconnaître l'endroit, tard dans l'après-midi. C'était un couloir étroit entre deux immeubles, en pente, avec un lampadaire tordu et une grille rouillée. Exactement comme sur la photo, mais plus délabrée, plus réelle. Elle resta là longtemps. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Un signe, une silhouette, une coïncidence. Il n'y eut rien, mais elle n'était pas déçue. Au contraire, le silence de Jonas commençait à prendre une forme. Il ne disparaissait pas. Il orchestrait, à distance, par indice. Il voulait qu'elle comprenne seule, qu'elle devienne autre. Le lendemain, elle retourna dans la ruelle. Quelque chose l'attirait, et cette fois, il y avait une femme, assise sur une marche, un carnet à la main. Elle leva les yeux vers Camille, sombre et élégante, les cheveux retenus dans un foulard noir. Elle ne dit pas bonjour, elle demanda simplement. C'est lui qui vous a envoyé? Camille ne sut pas quoi répondre. La femme sourit, tristement. Vous n'êtes pas la première. Le silence s'installa. Puis elle ajouta, mais peut-être serez-vous la dernière. Elle se leva, lui tendit un petit papier plié en 4. Rien d'écrit dessus, juste une adresse. Elle ne dit rien de plus. Elle tourna les talons et disparut dans les rues. Camille la suivit du regard, comme on suit un rêve qui s'éloigne trop vite. Le soir, elle alla à cette adresse. Un immeuble ancien, près de Grassa. Portail vert écaillé, sonnette sans nom. Elle hésita, puis appuya. Un bourdonnement. La porte s'ouvrit. Une galerie, apparemment vide. Mur blanc. Une seule pièce éclairée au fond. Camille avança. Et sur les murs, une exposition étrange. Dame Polaroid. Tout flou. Dame visage à moitié effacé. Dame chambre vide. Dames escaliers. Dame fenêtre entr'ouverte. Tout lui semblait familier, comme des souvenirs qu'elle n'avait jamais eus.
Puis elle vit un détail, une photo, son visage à elle, pris de profil. Dans l'immeuble à Lyon, elle sentit son souffle se bloquer. Et juste en dessous, une note manuscrite, ce que je n'ai pas pu te dire, je l'ai laissé ici. Jonas, il avait tout orchestré. Cette exposition, cette piste, elle faisait partie de l'œuvre. Ou peut-être qu'elle était l'œuvre. Une trace vivante dans une cartographie intérieure. Elle resta des heures dans cette pièce, à lire les images, à chercher un sens. Puis elle s'effondra, pas physiquement, intérieurement. Quelque chose cédait. Elle comprenait maintenant. Ce lien n'avait jamais été destiné à durer. Il avait été une fracture choisie, un feu nécessaire. Elle n'avait pas perdu Jonas. Elle s'était retrouvée. Au matin, sur la table de l'appartement, une nouvelle photo l'attendait. Elle n'y avait pas touché, et pourtant, elle était là. Un quai, à Marseille, le dos d'un homme. Et derrière, cette phrase, tapée à la machine, si tu viens, ne dis rien. Regarde seulement. Marseille était brute. Rien à voir avec Lisbonne. Ici, la lumière découpait les choses. Il n'y avait pas de douceur, pas de voile. Juste l'éclat cru des angles, la rumeur de la mer, les odeurs de sel et de métal brûlé. Camille arriva. À l'aube, dans un train à moitié vide, le cœur en alerte, les mains froides. Elle n'avait prévenu personne. Elle n'avait même pas parlé depuis qu'elle avait quitté Lisbonne. Elle marcha longtemps le long du port, traquant les silhouettes, les détails, les coïncidences. Le quai de la photo existait vraiment. Elle le trouva presque par hasard, comme s'il avait attendu qu'elle cesse de chercher. Un homme était là, pas Jonas, mais il lui ressemblait. Même allure fuyante, même solitude portée comme un manteau trop lourd. Il s'éloigna sans se retourner. Sur le banc où il était assis, Camille trouva une nouvelle enveloppe. À l'intérieur, une photo déchirée. Jonas plus jeune, 20 ans peut-être, les yeux cernés, aux côtés d'un autre homme, celui de la galerie, peut-être, et au dos, pour la première fois, une écriture tremblante, humaine, urgente, je n'ai jamais su dire au revoir. Alors je laisse des lieux à la place. Camille comprit qu'elle ne devait plus le poursuivre comme on poursuit un homme, mais comme on suit un fil de conscience. Il ne fuyait pas, il écrivait, dans les villes, dans les murs, dans les objets. Elle était devenue la lectrice de sa fuite. Elle loua une chambre dans le panier. Ancien quartier, ruelle étroite, façade effondrée. Elle s'y sentit immédiatement à sa place, comme si la ville acceptait sa dérive. Les murs étaient couverts de graffitis, de visages peints d'yeux immenses. Elle se sentait observée, mais pas traquée, juste, attendue. Elle commença à prendre des photos. Elle n'avait jamais été photographe, mais son regard avait changé. Elle voyait des signes partout. Dames poignées de portes rouillées, des rideaux ouverts juste assez, des chaussures abandonnées. Dans une cage d'escalier, c'était comme si Jonas parlait à travers les choses. Et puis, un soir, elle reçut un message. Pas un texto. Un mot glissé sous sa porte. Toi aussi, tu laisses des traces. Pas signé. Mais elle reconnut l'écriture. Jonas, il était là, pas loin. Elle sortit, le cœur battant. La ville semblait vide, silencieuse. Chaque pas résonnait trop fort. Elle descendit vers la mer, et au bout d'un ponton, elle le vit. Dos, tourné, silhouette noire, raide. Il ne bougeait pas. Elle s'approcha, lentement. Arrivé à 3 mètres, il parla, sans se retourner. Je savais que tu viendrais. Camille ne répondit pas. Elle attendit. Il ajouta, après un silence, ce n'est pas toi que j'ai fui. C'est ce que tu m'as obligé à voir. Elle sentit la gorge se serrer. Mais elle ne pleura pas. Elle dit seulement, moi non plus, je n'étais pas prête. Il se retourna enfin. Son visage avait changé, plus marqué, plus calme aussi. Ils se regardèrent longuement, puis il s'approcha, doucement, et dans ce geste lent, il n'y avait ni passion brutale ni romantisme facile. Il y avait une reconnaissance, un respect, une brûlure. Il effleura son poignet. Elle frissonna.
Et dans ce contact, Camille comprit que ce qu'ils avaient vécu n'avait pas été une errance. C'était une traversée. Il lui murmura alors, presque honteusement, « Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai que des départs. » Elle répondit sans hésiter, « Je n'ai rien à attendre. Je suis venue pour comprendre. » Ils restèrent là, face à la mer, le vent salé, les lumières du port, le silence entre eux, de nouveau, plein de tout ce qui avait été tu. Puis il dit, « J'ai encore un endroit à te montrer. » Et Camille, sans poser de questions, le suivit. Ils marchèrent en silence à travers les rues basses de Marseille, là où les immeubles semblent se pencher vers ceux qui passent. Jonas ne disait rien, mais son corps parlait. Une tension contenue dans les épaules, dans la manière dont il posait chaque pas comme s'il s'en excusait. Camille le suivait sans poser de questions. Il n'y avait plus de place pour l'interprétation. Elle savait qu'elle n'était pas là pour obtenir une fin. Elle était là pour voir ce qu'il fallait voir. Ils descendirent une rue en pente, passèrent sous une arche, longèrent un mur couvert de dessins effacés par la pluie. Enfin, il s'arrêta devant un bâtiment étroit, presque invisible. Une porte métallique, sans enseigne. Il la poussa. L'intérieur sentait la poussière, le bois sec, et quelque chose d'indéfinissable, un parfum ancien, comme la trace d'un passé encore vivant. Un atelier. Dames cadres empilés contre les murs, des toiles retournées, des chevalets couverts de draps. Jonas alluma une lampe basse. Une lumière jaune inonda l'espace, révélant le désordre habité d'un lieu qu'on n'avait jamais vraiment quitté. « Je viens ici depuis 10 ans. » Sa voix était différente, rase, presque enfantine. « C'est ici qu'Helena peignait. » Il s'avança, écarta un drap. Derrière, une toile inachevée, un visage flou, aux contours doux, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte, comme si elle allait parler mais n'avait jamais eu le temps. Camille s'approcha. Elle sentit quelque chose en elle vaciller. Ce n'était pas Helena qu'elle voyait, c'était elle, son visage, son profil, son silence. Elle a commencé ce tableau la semaine avant de partir. Il la regarda. Et depuis que je t'ai vue, je n'arrive pas à m'en détacher. Camille s'approcha encore. Elle leva la main, mais n'osa pas toucher la toile. Ce n'était pas de la peinture, c'était un seuil, un passage. Tu crois aux rémanences? Jonas ne répondit pas. Il s'assit au sol. Elle fit de même. Le silence s'épaissit autour d'eux. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait déjà été dit dans leurs absences, leurs gestes retenus, leurs regards brûlants. Et dans cette pièce abandonnée, quelque chose s'ouvrit, pas dans leur corps, dans leur silence. Jonas la regarda longtemps, puis il tendit la main. Elle la prit, pas par besoin, par reconnaissance. Elle posa sa tête contre son épaule. Ils ne bougèrent plus. Et dans cette immobilité dense, Camille sentit tout le poids de leur histoire. Ce n'était pas un amour au sens classique, c'était une faille, une traversée, un miroir dans lequel il s'était vu plus profondément qu'avec quiconque. Elle aurait pu l'embrasser, il aurait pu la retenir, mais il n'y eut rien de tout cela, seulement une proximité extrême, un battement partagé, un vertige calme. Il murmura « Je ne peux pas te garder ». Et elle répondit, sans ouvrir les yeux, « Je ne suis pas venue pour rester ». Ils restèrent là jusqu'au matin. Puis Camille se leva. Elle regarda une dernière fois la toile inachevée. Elle toucha doucement le bas du cadre, et partit, sans bruit, sans se retourner. Elle prit le train le jour même. Retour vers Lyon. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle avait laissé une part d'elle dans cette pièce. Et c'était juste. Ce n'était pas une fin. C'était l'achèvement de quelque chose qu'ils avaient porté à deux. Une douleur ancienne. Un amour sans possession. Une forme de réparation. En elle, le vide n'était plus cruel. Il était devenu mémoire. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre. Pas de nom d'expéditeur. À l'intérieur, une photographie. Du tableau terminé. Son visage, yeux ouverts. Et en bas, à l'encre noire, tu es la seule chose que je n'ai pas fui. Lyon n'avait pas changé. Mais Camille, oui. Elle revint dans l'appartement comme on rentre dans un vêtement qui ne vous va plus vraiment.
Chaque chose semblait à sa place, mais déplacée en elle. Le canapé, la lumière du matin, la tasse posée sur l'évier. Elle marchait dans ces murs avec le calme étrange de ceux qui ont traversé un monde qu'ils ne peuvent pas raconter. Elle reprit ses habitudes. En surface, elle écrivait chaque jour, mais plus pour lui. Elle écrivait pour ne pas perdre ce qu'elle avait appris en le perdant. Le carnet bleu se remplissait de textes courts, parfois d'une seule ligne. Je n'ai pas besoin qu'il revienne pour savoir qu'il a été là. Elle revoyait parfois la concierge, les voisins. Il la trouvait plus calme, plus effacée peut-être. Elle souriait sans se justifier. Personne ne savait ce qui s'était passé. Personne ne connaissait Jonas. Pas vraiment. Il n'avait été qu'un souffle, un murmure entre deux portes. Un homme qui n'appartenait à rien. Une nuit, pourtant, Camille crut l'entendre. Le piano, une seule note, faible, fragile, puis plus rien. Elle se leva, ouvrit la porte. Le couloir était vide, mais l'air sentait le bois, et quelque chose d'autre. Une mémoire. Elle ne descendit pas. Elle se contenta d'écouter le silence. Et elle comprit que ce n'était pas un retour, c'était une résonance. Quelques jours plus tard, elle retourna à la galerie où elle exposait parfois ses textes visuels. Elle montra une série de fragments, des photos floues, des phrases manuscrites, des objets glanés. Elle ne dit jamais que c'était Jonas, mais tout le monde le sentait. L'exposition portait un titre simple, Les choses qu'on touche. Sans les garder, elle y plaça aussi le dessin, celui qu'il avait laissé, le tout premier, son visage endormi. Elle le mit en dernier, près de la sortie, comme une porte qu'on franchit en silence. Les visiteurs restaient longtemps devant cette image. Personne ne posait de questions. Le matin, elle écoutait Arvo Päre. Alina, encore, les mêmes notes lentes, suspendues, mais elle ne la faisait plus pleurer. Elle l'apaisait, comme si elle avait apprivoisé ce que cette musique savait d'elle avant même qu'elle le sache elle-même. Et puis, un matin de juillet, elle reçut un colis, pas de nom, à l'intérieur d'un livre, Kafka, le procès, le même qu'elle avait vu dans les mains de Jonas des mois auparavant. Cette fois, il était annoté, en français, page après page, et au milieu du livre, une note manuscrite. Tu m'as fait croire, un instant, que je pouvais rester quelque part. Merci de ne pas m'avoir retenu. C'est la chose la plus violente et la plus belle qu'on m'ait jamais faite. Elle relut la note. Plusieurs fois, elle ne pleura pas, mais son corps entier frissonna. Elle reposa le livre doucement, et elle sut que il faisait chaud ce jour-là, une chaleur sèche, presque minérale. Camille marchait lentement dans les rues de la Croix-Rousse. Elle ne pensait pas à Jonas, pas consciemment, mais il était là, dans le rythme de ses pas, dans la manière dont elle respirait, dont elle tournait la tête vers la lumière. Il avait changé sa façon de voir, de sentir, d'exister. Elle entra dans une librairie pour s'abriter du soleil. À l'intérieur, tout était calme. Papier, poussière, silence. Elle parcourut les rayons sans intention, jusqu'à tomber sur un petit ouvrage, un recueil de lettres de Marina Tsvetaeva. Elle l'ouvrit au hasard. « Mon amour, c'est mon vide qui t'attend. » Camille referma doucement le livre. Elle n'avait plus besoin d'accumuler les signes. Elle les reconnaissait quand ils venaient. Et quand ils ne venaient pas, elle ne les cherchait plus. Depuis quelques semaines, elle avait commencé à enseigner l'écriture à de jeunes adultes. Ce n'était pas prévu. C'était arrivé comme une proposition floue, à laquelle elle avait dit oui sans réfléchir. Elle ne parlait jamais de Jonas, mais à travers les exercices, les consignes, les lectures, elle posait des questions qu'elle connaissait bien. À quel moment un silence devient-il un message? Peut-on aimer sans jamais se dire « je t'aime » ? Et si une absence était une forme de fidélité, les élèves ne savaient pas d'où venaient ces phrases. Elle, si. Parfois, en rentrant chez elle, elle ouvrait la boîte où elle avait conservé les cartes postales. Elle les sortait lentement. Elle les relisait. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une relecture. Comme on revient à un livre qu'on a déjà vécu. Elle en encadra une. La première, le lampadaire et l'ombre floue. Elle la posa dans sa chambre, pas comme un souvenir, comme une présence stable.
Elle écrivait à nouveau. Un texte plus long, cette fois. Un récit, fictionnel en apparence. Mais elle savait qu'il ne l'était pas. C'était leur histoire. Sans nom, sans lieu précis. Juste l'essentiel. La tension, le trouble, le non-dit. Et cette phrase qui revenait. Comme un refrain, ce qu'il m'a laissé ne s'effacera jamais. Pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a regardé en moi sans cligner des yeux. Un jour, elle reçut un appel de la galerie. Quelqu'un avait demandé à acheter le dessin, celui de son visage endormi. Camille hésita longtemps, puis elle répondit non. Il ne sera jamais à vendre, pas par attachement, mais parce que certaines choses doivent rester là, là où elles ont surgi, pour garder leur puissance intacte. Et puis, un matin, sans raison apparente, elle ouvrit le carnet noir que Jonas avait laissé derrière lui, celui qu'il n'avait jamais mentionné. Elle l'avait gardé sans l'ouvrir, par pudeur, par peur. Mais ce matin-là, elle l'ouvrit. Chaque page était une esquisse, d'âme-lieu, des fragments de visage, des mots griffonnés en plusieurs langues, et parfois un prénom. Camille. Toujours en bas de page. Jamais au centre, mais là. Comme une signature, comme une présence qui hantait doucement ses contours. Elle referma le carnet, et elle sourit, pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle était là, entière. Enfin, ce soir-là, elle alluma une bougie, éteignit la lumière, et dans l'ombre chaude de sa chambre, elle murmura, comme un secret qu'on dit à soi-même, « Je t'ai aimé, et je n'ai besoin de rien d'autre. » Les saisons passèrent. Pas comme des ruptures, mais comme des gestes, lents, inévitables. L'été s'effaça dans des après-midi tièdes. L'automne s'installa sans bruit, posant des reflets d'ambre sur les vitres de l'appartement. Camille n'en voulait plus autant. Elle ne courait plus derrière les jours. Elle s'était mise à aimer la lenteur, à comprendre que certaines blessures ne guérissent pas, elles deviennent des lieux intérieurs, des chambres secrètes où l'on va pour se souvenir de qui on est vraiment. Et Jonas, il n'était plus un manque, il était devenu un rythme, un battement de fond, quelque chose de vivant, de discret, de brûlant encore, mais apaisé, pas résolu, pas oublié, juste, intégré. Elle le revit, une seule fois, un matin d'hiver, au hasard d'un quai de gare. Lyon par Dieu. Foule compacte, pluie fine, annonce en boucle. Il était là, manteau sombre, sac sur l'épaule, debout devant un panneau d'horaire. Il ne l'avait pas vu. Il lisait, concentré. Il n'attendait personne. Il partait, sûrement, ou revenait. Ou peut-être qu'il était là juste pour traverser. Elle le regarda sans bouger. Il n'avait pas changé. Ou peut-être que si. Son visage portait quelque chose de plus calme, comme si lui aussi avait cessé de se débattre. Elle aurait pu l'appeler, il aurait tourné la tête, ils auraient échangé un regard, peut-être même un sourire, mais elle ne fit rien. Elle le regarda simplement, et dans ce silence, elle comprit que tout était à sa place. Il partit, comme il était venu, dans le flux, dans la foule. Camille retourna à l'appartement. Elle s'assit au bureau, et elle écrivit, non plus pour comprendre, mais pour garder vivant. Elle intitula le texte « L'homme que je n'ai pas retenu », et elle le laissa ouvert. Elle savait qu'un jour, quelqu'un le dirait et reconnaîtrait son propre feu. Elle vécut, simplement, parfois joyeusement, parfois douloureusement, mais toujours avec cette conscience aiguë que quelque chose en elle avait été profondément transformé, pas par Jonas, seul, mais par tout ce qu'elle avait accepté de traverser en le rencontrant. L'amour, le manque, le désir contenu, la peur de disparaître dans l'autre, et le choix, final, de ne pas se perdre. Un soir, en rangeant, elle retrouva une photo, celle du premier jour, le lampadaire, l'ombre floue. Elle la plaça dans un cadre, et l'écrivit au dos, d'une écriture lente, posée, c'était réel. Même si personne ne le saura jamais. Elle referma le cadre, et le posa sur l'étagère parmi les livres, les carnets, les objets qu'elle aimait, pas comme un souvenir figé, mais comme un repère, le témoin silencieux d'une traversée invisible. Et c'est ainsi que l'histoire se termina, pas avec une séparation,
ni une union, mais avec une femme qui, un jour, ouvrit sa fenêtre, sentit le vent entrer, et sut profondément, calmement qu'elle n'avait plus besoin de fuir. Elle était là, entière et libre,